Yorana, merci d'avoir choisi la première pour votre journal d'information. Ils sont les nouveaux représentants de la Polynésie au Palais du Luxembourg. Le duo Lana Tetuanui et Te Varufric a été choisi par 494 grands électeurs sur 726. Ils seront dès mercredi à Paris. Te Varufric est notre invité ce soir. Il nous dira comment il compte défendre les intérêts du pays et ceux des maires, surtout car parmi les dossiers très attendus, il y a celui de la réforme du Code général des collectivités. Willingson Raufo-Ouré, maire de Maupiti, nous dira ce qu'il attend des sénateurs élus. Comment concilier tourisme et Covid-19 en cette journée mondiale? Vous allez découvrir les idées créatives des professionnels pour accueillir les touristes en toute sécurité avec toujours l'accueil authentique. Et notre rubrique nostalgique du dimanche est consacrée aux algues de Tupuai, surnommé le caviar vert des Australes. Restez avec nous, c'est à découvrir à la fin de ce journal. On s'y attendait. Le tandem Te Varufric-Lana Tetuanui a largement remporté les élections sénatoriales. Les candidats de la majorité ont convaincu les conseillers municipaux et les représentants de l'Assemblée qui les ont élus avec 68% des voix. Les chiffres de ce scrutin reflètent parfaitement la tendance politique. 18,23% pour le candidat sortant Nui Haulore. C'est un peu plus que sa coéquipière Sylviane Teruatia. Même scénario pour le Tavini Huir-Atira Oscar Temaru qui obtient près de 12% des voix. Le parti majoritaire a obtenu un très beau score, bien meilleur que celui de 2014 et de 2015, preuve que les maires et leurs conseillers municipaux font confiance au gouvernement. Je le disais, Nui Haulore, qui a quitté la majorité, n'a pas réussi à convaincre, pas plus que les indépendantistes d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est bien le Tapura qui mène la danse. Natacha Silagi, Marcel Bonneau. Sans surprise, les candidats de la majorité l'emportent haut la main. Monsieur Rofritch, un mot, on est en direct. Votre réaction, s'il vous plaît? Félicitations. Je remercie Seigneur, je remercie les grands électeurs. Beaucoup d'émotions. Et je voudrais dire à notre population qu'on va faire notre mieux à Paris pour se battre pour tout le monde. C'est une vraie victoire, c'est une victoire des maires, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, on s'attendait à un vrai rassemblement des maires autour du gouvernement d'abord, parce qu'effectivement, c'est ensemble que nous réussirons à remonter ce pays. Merci Seigneur. Beaucoup d'émotions parce que ce beau résultat qui vient de tomber a quand même prouvé qu'aujourd'hui, une grande partie de la Polynésie française, de nos concitoyens, nous ont soutenus. 68% des voix pour les candidats du gouvernement, un record. Le sénateur sortant arrive loin derrière. Le maire de Fa'a obtient moins de 12% des suffrages. Ce matin pourtant, ils y croyaient encore, autant du côté du maire sortant que du côté indépendantiste. Vous pensez qu'il pourrait y avoir des surprises? J'espère. Quand on est là, quand on rentre dans une compétition et tout ça, il faut être optimiste. Même si vous n'avez plus de parti aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez quand même faire la différence? Les grands électeurs, comme leur nom l'indique, sont adultes et sont capables de décider eux-mêmes. Mais les grands électeurs vont suivre les recommandations du gouvernement. Par conviction ou pas, peu importe, ils sont allés dans le sens de la marche. Pour vous, un sénateur doit avoir quelle qualité? Il doit représenter la Polynésie et surtout, il doit représenter tout le monde. Il faut qu'un sénateur, sénatrice doit suivre les projets du pays. Donc, il faut toujours être avec. Il faut faire avancer. Il faut les débats à Paris. Il ne faut pas rester là-bas les bras croisés. Les représentants de la société civile ont terminé loin derrière. 0% des voix pour Rolfi Chang et 2% pour Christian Vernaudot. J'aimerais une meilleure Polynésie. On connaît la crise dans laquelle nous sommes. Et je souhaiterais apporter ma pierre et sortir de cette crise. Vous avez encore confiance dans le jugement des grands électeurs? Plus que jamais. Plus que jamais, je pense que les grands électeurs sont des gens adultes, libres. Large victoire du gouvernement aujourd'hui. Les maires le soutiennent. Désormais, c'est sûr. Et le sénateur de la Polynésie, Te Varufric, est avec nous. Yorana. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une première impression d'abord, qu'est-ce que cela fait de passer de vice-président à sénateur? C'est effectivement un changement.
Et je tiens à remercier à nouveau tous les grands électeurs qui nous ont fait confiance, en particulier nos Tavana de tous les archipels qui ont fait ce déplacement pour pouvoir venir voter, nos représentants à l'Assemblée de Polynésie française. Leur dire que nous siégerons au nom de tous, comme on l'a dit, pas simplement de ceux qui ont voté pour nous, mais de l'ensemble de la Polynésie. Et je suis enthousiaste et motivé pour ce nouveau combat à Paris, en soutien effectivement au gouvernement, en soutien à nos communes. Et je crois qu'il y a tant à faire. Et avec l'ANA, je crois qu'on formera un beau duo, un bon duo en tout cas. Vous êtes un candidat déchu au municipal de Pun-Awia. Semir Alwardi, le politologue, nous disait dans notre émission de midi qu'être sénateur est un moyen pour vous de rebondir dans la vie politique. Est-ce que vous confirmez? Il n'y a pas de tracé prédestiné en politique. Lorsque le président et notre mouvement, le Tapura Wiratira, m'ont proposé effectivement de candidater au sénatorial, j'ai pris le temps de la réflexion, effectivement, après cette contre-performance à Punavia, mais enfin, je tiens à remercier les 2400 électeurs qui m'ont fait confiance au communal, ce qui n'est quand même pas négligeable. Nous avons un petit groupe au sein du conseil municipal de Punavia et je suis fier de pouvoir dire que nous avons une attitude constructive avec le maire, dont je crois pouvoir dire qu'il nous a soutenus également sur ces sénatoriales. Donc c'est un nouveau challenge qui s'offre. Est-ce qu'il est question de rebond ou pas? Ce qui est question en ce moment, c'est plutôt de notre pays qui souffre, d'une situation particulièrement difficile avec ce virus mondial. Et le président, le Tapura, ont estimé que je pouvais être utile à Paris. Et donc, encore une fois, c'est avec enthousiasme que je prends cette fonction de sénateur. Et je tiens à remercier les grands électeurs de m'avoir porté leur confiance. Le président n'avait d'ailleurs pas voulu vous lâcher après justement les élections municipales, puisque vous avez posé votre démission et il a refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas qu'être sénateur élu mette fin à votre carrière ou à votre avenir politique? L'enjeu du pays, c'est pas ce que devient Te Varufrich demain. Mais est-ce que je peux encore être utile? Oui. Si j'ai remis ma démission au président au lendemain des municipales, c'est parce que je pense que tout homme politique doit tirer parti aussi de ses échecs et les conclusions. Il s'agissait pour moi de laisser le choix au président, de le faire ou pas. Je pense avoir été utile aussi pendant cette crise sanitaire et avec le plan de sauvegarde économique et le plan de relance, avoir apporté ma petite contribution. Maintenant, je souhaite dire aux Polynésiens que je vais me battre au nom de tous à Paris pour nous tous. Ce que je deviendrai plus tard, on verra ça plus tard. C'est pas le sujet du moment, je crois. Je crois que le moment est à l'unité et au combat. Merci pour ces premières réponses. Nous reviendrons avec vous juste après cette image. En marge de l'élection sénatoriale du jour, l'association 193 manifestait ce matin devant les grilles de l'établissement scolaire du second degré. Ses membres interpellaient les grands électeurs. Voter en toute conscience, pouvait-on lire sur les banderoles. Très clairement, l'association de défense des victimes du nucléaire appelait cette semaine à ne pas voter pour la candidate Lana Tetuanui. Ils l'ont fait savoir une nouvelle fois ce matin. Te Varufrich, Lana Tetuanui a été très critiquée sur l'amendement qui porte son nom. L'association 193 l'accuse de mensonges et complicité. Je cite, « Quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que vous allez prôner pour une modification de l'amendement ou vous pensez que celui-ci a amélioré l'indemnisation des victimes ?» Je souhaite regarder vers l'avenir. J'ai beaucoup de respect pour 193 et toutes les associations qui se battent effectivement pour que soit entendue cette cause du nucléaire. Mon père, à l'époque, et à son âme, a été aussi un des premiers à défiler dans propriété, alors que c'était un popa. Donc, ce que je souhaite dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de politisation du sujet. Et ça n'est pas une affaire non plus d'être polynésien ou pas. C'est l'affaire, effectivement, de dire que la Polynésie a accueilli des essais nucléaires, que l'État a reconnu qu'il y a eu des conséquences sanitaires, environnementales. Donc, concrètement, et donc, il faut une réparation. Concrètement, on l'a mis dans notre programme. Nous souhaitons faire progresser encore l'indemnisation des malades, mais aussi les réparations environnementales en travaillant de manière constructive avec l'État. Donc on fera de notre mieux. Je ne veux pas débattre de l'amendement Tetuanui. Cet amendement a été adopté. Comme je vous l'ai dit, je souhaite parler d'avenir. Je serais ravi de rencontrer 193 s'il le souhaite aussi. Je crois que ce matin, ce n'était pas le moment approprié, c'était l'élection. Maintenant, nous sommes élus et Lana et moi, nous souhaitons travailler avec tout le monde. Mais il ne faut pas qu'on soit divisé sur le sujet, que chacun ait un avis, c'est normal.
Il faut éviter aussi, je crois, de personnaliser les sujets. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été inscrit dans notre profession de foi et ça fera partie des sujets majeurs que l'on souhaite encore faire progresser à Paris. Merci. Nous allons tout de suite avoir une analyse politique avec notre politologue, donc Semir Alwardi, qui est avec nous aussi ce soir. Semir, bonsoir. Est-ce que cette élection semblait être une évidence ? Alors, il est évident que cette élection est totalement liée aux élections municipales, lorsqu'on sait que 93% des grands électeurs aujourd'hui sont des conseillers municipaux. On peut bien comprendre que les résultats globaux des élections municipales de juin ont une importance. Et le Tapura a obtenu pratiquement 38 communes sur 48. On peut dire que là, il n'y avait quand même pas trop de surprises, parce qu'il y a une logique dans les élections communales qui suivent dans les élections sénatoriales. Et ainsi, on peut imaginer, et bien entendu depuis la fin des élections municipales, que les résultats allaient être ceux-là. Et donc, que peut-on dire des autres... Permettez-moi juste d'ajouter que, alors évidemment, comme dit Teva Rohfritsch, le score de 68% est extrêmement élevé, puisqu'il était à 58 en 2014, 52 ou 53 en 2015. Donc effectivement, là, le score est quand même assez exceptionnel. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire des autres résultats de Nui Hauloré, par exemple, qui obtient 18% des voix et 12% pour Oscar Temaru? Oui, quand on regarde les autres résultats, en fait, là encore une fois, c'est assez lié aux résultats des municipales, donc on n'a pas trop de surprises. On peut être surpris par le fait que Jackie Briand est passé de 31 à 7, ce qui est quand même très faible, alors qu'on peut penser que ces projets doivent avoir un certain écho. On est étonné aussi de voir que Christian Vernodon est passé de 62 à 17, donc en fait, il a vraiment affaibli son score. Mais franchement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas véritablement de surprise, puisque les municipales annonçaient évidemment ce type de résultat. Merci beaucoup, Semir Alwardi, pour cette analyse politique ce soir. Ces élections sénatoriales se sont déroulées sur fond de coronavirus, évidemment, mais cela n'a pas freiné les votants à se présenter aux urnes. Il faut dire que toutes les mesures de sécurité anti-Covid ont bien été respectées, de quoi rassurer les maires des îles exemptées du virus. Le reportage de Brigitte Olivier et Patita Savea. Un accueil balisé, chaque électeur est reçu ce matin avec des consignes gentiment dites mais très claires. Partout, le port du masque est obligatoire et le chemin pour se rendre dans les 4 bureaux de vote précis, avec un sens de circulation pour éviter les croisements. Tout cela n'est pas bien compatible avec l'ambiance habituelle des scrutins, mais les édiles des communes épargnées par le virus estiment qu'il s'agit de contraintes utiles et qui permettent de protéger leur population. On est obligé. C'est une décision qui vient du haut, et voilà. Je pense que c'est une nécessité, effectivement, et c'est une affaire pour tous, quoi, et ça nous concerne tous. Donc vous vous y pliez de bonne grâce? Oui, oui. Marquage au sol et dédale de couloir, le Haut-Commissariat n'a rien laissé au hasard. C'est nécessaire, oui, d'abord parce qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes le flux. Les grands électeurs viennent entre 8h30 et 11h, donc le temps pour voter est quand même assez court, ce qui fait que les 728 électeurs se retrouvent à peu près tous en même temps dans les lieux. Les votants sont environ 180 par bureau. Un peu long, cette attente au soleil, mais la sécurité des îles indemnes de la Covid est à ce prix. Et les maires attendent énormément des nouveaux sénateurs élus, notamment sur la réforme du Code général des collectivités. Nous avons avec nous le maire de Maupiti, Willingson Raufau-Oré Tavana Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Dites-nous ce que vous attendez concrètement des sénateurs élus. D'abord, les salutations à nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Tout d'abord, évidemment que c'est en toute légitimité qu'il faut féliciter. Vive félicitations aux 2 sénateurs qui ont été élus par les gros électeurs.
Donc je leur souhaite évidemment beaucoup de courage pour la tâche qui les attend, parce que il y a du pain sur la planche, parce que ça ne va pas être chose facile. Et ils sont là, ce sont la voix des communes. C'est pour ça que nous, les grands électeurs, ont voté pour eux deux et je les en félicite encore. Vous savez, les élections, il y a la machine du Tapurahu Iratira, évidemment, qui était derrière ces candidats. Nous avons vu aussi que les maires ont été rassemblés dans la salle paroissiale de Matatia. Donc ils ont été transportés et logés. Enfin bref, ce n'est juste un point que je voulais citer. Donc ça veut dire que tout a été pris en compte par la machine de manière à convaincre, à influencer les grands électeurs. La chose est faite, ils ont bien réussi. Maintenant, peut-être maintenant au niveau des comptes de campagne, c'est autre chose. Nous verrons ça après. Tavana, les sénateurs sont ce soir élus. Donc, qu'est-ce que vous attendez des sénateurs ? Concernant, je vais aller bref au sujet là, donc le CGCT, le nucléaire et bien entendu les finances. Sur le CGCT, donc la loi Tétouanoui qui a été amendée à l'Assemblée au Sénat en vue des élections municipales concernant les communes associées, dont ça n'a pas tout à fait été respecté. Nous avons entendu et nous savons qu'il y a des recours qui sont en route. Enfin, laissons donc la justice suivre son instruction. Et concernant le nucléaire, c'est évidemment la loi Morin, et je tiens à saluer l'association 193 qui se sont manifestés pacifiquement ce matin pour des raisons bien à eux. Donc la loi Morin, vous avez vu qu'il va falloir annuler, peut-être réformer davantage pour que le but c'est d'indemniser davantage les gens qui ont travaillé sur le site de Mururoa, et Dieu sait qu'ils sont plus à attendre, parce que la France doit beaucoup aux essais nucléaires qui se sont déroulés à Mururoa et Fongatafua. Donc c'est un combat, et je réitère ma question sur les deux sénateurs qui vont siéger. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ces victimes du nucléaire soient enfin indemnisées selon leur volonté, parce qu'ils le méritent vraiment. Merci. Concernant les finances publiques, le FIP aujourd'hui est à 17%. Dans les temps qui courent aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement critique avec les finances des communes qui sont alimentés essentiellement par le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation. Quels sont leurs buts au vu d'aider davantage les communes dans leur investissement de 17%? Il serait peut-être logique d'étudier, d'augmenter la participation de tout le monde, surtout de l'État. Nous savons que l'État aide principalement à 1 milliard dans notre FIP. Je crois que ce n'est pas suffisant. Donc à eux de réfléchir pour que les communes soient alimentées, soient les finances des communes, parce qu'ils en ont bien besoin. On a bien compris, surtout il faut que ça soit équitablement réparti, parce que beaucoup de projets les attendent. Merci beaucoup, Willingson Raufaoure, maire de Maupiti. Tevaro Fritsch, que lui répondez-vous lorsque Willingson Raufaoure demande à ce que vous demandez à l'État d'augmenter sa participation? D'abord, je voudrais saluer notre Tavana, saluer la population de Maupiti qui m'est chère, et Maupiti le sait. C'est inscrit effectivement à notre profession de foi. C'est dommage, nous n'avons pas pu assurer de réunion à Maupiti ni de visioconférence. Bon, nous connaissons les appartenances politiques de Tavana et nous les respectons, mais ça aurait été l'occasion de pouvoir lui exposer ce que nous prévoyons de faire. On a parlé tantôt du nucléaire. Au sujet du FIP, c'est un sujet important. Il y a deux sujets par rapport au FIP. Le premier, c'est effectivement de pouvoir argumenter davantage pour que l'État augmente sa participation. De combien? Parce que quand Tavana parle de 1 milliard au nom de l'État, il ne faut pas oublier qu'il y a 15 milliards mis par le pays, effectivement, et on peut remercier le pays pour ça. Alors de combien? Ça fera l'objet des négociations. Est-ce qu'on peut avoir idéalement un équilibre des financements pays-État? Ce serait l'idéal, mais ne rêvons pas non plus. Ce qui est important, c'est qu'on puisse augmenter cette quote-part de l'État. Mais le deuxième sujet qu'il y a avec le FIP, c'est que vous savez que compte tenu de la difficulté financière du budget de cette année, du budget du pays, nous aurons à peu près 15 milliards de moins-value fiscale estimée au mois de juillet. Alors j'espère qu'avec la réouverture, cette moins-value fiscale sera moins importante, mais admettons qu'elle soit de 10 milliards comme annoncé par le président à l'Assemblée. Ça veut dire que dans 2 ans, le FIP aura un déficit, puisqu'il y a un décalage de 2 ans sur le calcul du FIP par rapport à l'année N. Et donc il est important qu'on puisse se battre à Paris pour obtenir également que l'État, comme pour les DOM, semble-t-il, dans le cadre du plan de relance national, vienne pouvoir compenser
tout ou partie de cette moins-value fiscale. Ça a été fait dans le cadre des DOM, me semble-t-il encore une fois, mais ça fera partie des premiers sujets que nous traiterons à Paris. Et nous souhaitons dire à l'État que ceci n'est pas un sujet statutaire à notre sens. Lorsqu'on vient en aide aux citoyens français répartis dans l'ensemble de l'outre-mer, il faut que cette aide soit équivalente pour tous les citoyens français. Et nous sommes des citoyens français à part entière et non pas entièrement à part. La Polynésie qui est souvent oubliée d'ailleurs par le Sénat. Vous êtes le pionnier du plan de relance CAP 2025. De combien la Polynésie a-t-elle besoin d'argent de la France pour remonter la pente ? Nous avons effectivement proposé 216 mesures dans le plan de relance. J'en étais l'architecte, mais c'est l'ensemble du gouvernement sous la conduite du président qui l'a conçu. Nous estimons, si l'ensemble du plan de relance devait être réalisé, à 20 milliards, le besoin sur les 5 années qui viennent. Le besoin additionnel, je parle en plus des dispositifs qu'il y a aujourd'hui. Nous ne venons pas quémander ces 20 milliards. Nous venons simplement, dans le cas d'ailleurs de ce qui a été dit à Paris, dire... nous avons prévu un plan de relance, nous avons des mesures, qu'elles soient de solidarité avec les salariés qui risquent de perdre leur emploi, qu'elles soient envers les personnes aujourd'hui touchées par la crise et qui ont perdu leur emploi, les personnes en urgence sociale, mais aussi pour alimenter la machine économique et relancer l'économie. Voilà nos estimations. Et en fonction de ce que l'on pourra obtenir, nous ajusterons effectivement ce plan de relance. Mais je pense qu'il est important d'aller avec des projets à Paris. Le gouvernement les portera et les sénateurs qui votent la loi de finances doivent être là, argumenter et défendre nos intérêts. Et donc, il y a le CGCT, le nucléaire, qui seront des dossiers que vous défendrez au Palais du Luxembourg, mais encore, quel sera votre programme pour les 6 années à venir ? Alors 6 années, c'est à la fois long et court. Effectivement, nous devons travailler sur ces sujets majeurs. Le CGCT, ça ne va pas se régler rapidement. Vous savez qu'il y a une échéance aujourd'hui à 2024 pour qu'on atteigne ces objectifs très ambitieux en termes d'adduction en eau potable, d'assainissement, de traitement des ordures ménagères, etc. Les objectifs sont bons. Mais nous sommes un pays fait d'îles répartis sur 5 millions de kilomètres carrés d'eau. Les moyens et les délais ne sont pas réalistes. Nous allons travailler en priorité sur ce sujet parce que c'est la préoccupation de nos Tavana, à Mopiti, mais comme dans toutes les îles. Donc c'est important et les sénateurs sont là pour ça. Nous souhaitons aussi, bien sûr, on l'a évoqué tantôt, accompagner le gouvernement dans ses projets. Et il est important aussi que le président se sente soutenu par les parlementaires à Paris, parce que c'est le président aujourd'hui qui est légitimement élu et qui parle au nom de la Polynésie française dans ces rencontres. Mais c'est aux parlementaires de prendre le relais, de suivre les dossiers, de les soutenir. Et au moment de la loi de finances ou des lois importantes, de défendre les intérêts de la Polynésie. Nous serons aussi des vigies sur tous les textes nationaux qui passeront devant le Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, parce qu'il est important d'être vigilant sur le respect de nos compétences statutaires, sur l'égalité prônée par la République pour la citoyenneté française que nous avons, et puis aussi qu'on reconnaisse notre droit à la différence. Emmanuel Macron, le chef de l'État, parle souvent de la différenciation et de la responsabilisation. C'est le sens du statut d'autonomie. Nous avons un pays, nous avons un océan immense à gérer, nous avons une culture, nous sommes un peuple également polynésien, nous avons des langues, et il est important qu'elles soient reconnues comme telles, tout en étant au sein de la République française. Donc c'est un programme très chargé, je suis enthousiaste de pouvoir le mener, de continuer également à siéger à l'Assemblée, car il faut garder cet ancrage local, et siéger au nom de tout le monde, de tous les Tavana, y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous. Et j'ai une petite pensée, si vous me le permettez, pour le Tavana de Moorea et notre Hakaiki de Hivaoa, qui ont été nos suppléants et sans qui on n'aurait pas eu ces résultats non plus. Merci pour leur soutien. Merci beaucoup, Te Varufric. Vous êtes donc aujourd'hui sénateur de la Polynésie. Beaucoup de dossiers que vous défendrez à Paris, tels que l'augmentation de la quote-part de l'État dans le FIP. Et vous assurez également être des vigies au Sénat. Vous avez donc 6 ans pour réaliser votre programme. Les sénateurs Edouard Fritsch et le président de l'Assemblée Gaston Tong-Sang s'envoleront mardi soir pour Paris afin de rencontrer le Premier ministre Jean Castex. Nous vous en parlions cette semaine. Un nouveau trafic d'ice entre Tahiti et les îles sous le vent a été démantelé. Au terme de plus de 9 mois d'enquête, des arrestations ont eu lieu à Tahiti, Bora Bora et Raiatea. 13 principaux membres du réseau ont été interpellés. 12 d'entre eux ont été présentés aux magistrats. De nombreuses saisies ont également été réalisées sur des biens financés par l'argent du trafic, mais aussi plus de 33 millions de francs pacifiques. Aujourd'hui, 8 personnes sont incarcérées et 4 sont sous contrôle judiciaire.
Par ailleurs, le coronavirus s'est invité à bord du navire de croisière Aranui. Une dizaine de cas positifs a été détecté parmi les membres d'équipage, alors que le bateau était déjà en route pour l'archipel des Marquises, selon nos confrères de TNTV. Les passagers, eux, sont épargnés et pris en charge au cas par cas. La croisière est donc annulée, mais le navire pourrait repartir mercredi uniquement avec le fret. En bref, du glamour, Heimiti Peters, la jeune bretonne et polynésienne de 20 ans, remporte le titre de deuxième dauphine de Miss Bretagne. Hier soir, elle a fièrement représenté sa double culture face à 18 autres candidates à l'élection qui se déroulait sur la scène de l'Océanis à Plomeur dans le Morbihan. La couronne revient à Julie Foréchère, 23 ans. Dans l'actualité aussi ce soir, la journée mondiale du tourisme a été célébrée en Polynésie. Elle intervient à un moment critique, sachant que les pays partout dans le monde comptent sur ce secteur pour être un moteur de la reprise. Tourisme et développement rural est le thème choisi et il est le raisonnement qui découle des événements liés à l'épidémie. Les acteurs du Fénois, eux, tentent de conjuguer tant bien que mal accueil authentique et précautions sanitaires. David Chang et Jacques Damour. La journée mondiale du tourisme, ce qui change par rapport à l'an dernier, ce sont les visières, elles témoignent de la présence du virus. Autre changement, l'affluence assez faible dans le marché de Pape-Été pour un dimanche. Basile et Camille ne s'en rendent pas compte, c'est leur premier voyage au Fénois, mais ils se souviennent avoir entendu parler d'un accueil spécial à l'aéroport de Tahiti. On s'attendait à ce qu'il y ait un orchestre, qu'il y avait des gens en tenue. Voilà. Mais mais l'accueil était autre, mais tout à fait bien. Hein. Il manque quelque chose, mais l'âme est toujours là. C'est ça qui est essentiel en fait. Mais tout le monde a le sourire. Ah oui, ah oui. Un accueil qui reste donc largement suffisant pour le couple de retraités. Les locaux, eux, constatent mieux les différences post-Covid. C'est quand même calme, hein. Il y a moins d'attractions, contrairement au passé. C'était comment au passé ? Je pense qu'il y avait des danses, de la musique. Et pour les touristes, tu penses que ça change quoi pour eux ? Eh ben, ils ne voient pas vraiment l'accueil comme auparavant. Certains commerçants se sont déjà adaptés. Ils accueillent leurs clients comme au bon vieux temps. Si eux, ils me disent, bon, est-ce qu'on peut mettre ? Moi, je fais. Je mets dessus, à un moment. Il n'empêche que le Tahiti Tourisme a organisé 2 fois moins d'événements cette année. Ils ont fêté cette journée mondiale sur la toile cette fois-ci. On a voulu bien sûr suivre un peu le chemin du salon du tourisme à distance et donc passer par du digital, donc la diffusion d'images, d'explications sur on va dire la genèse depuis qu'il y a eu ce problème de Covid-19, comment le tourisme a été affecté, touché lourdement. On était supposé mettre aussi un groupe de danse en place, mais face aux restrictions des gestes et de rassemblement, on a dû donc abandonner cette idée et se restreindre à une animation, Keina. Depuis le 15 juillet, seulement 16 000 touristes ont voyagé en Polynésie. Par rapport à l'an dernier, on constate une chute de visiteurs de 60%. La Polynésie qui a accueilli plus de 36 000 touristes au premier trimestre 2020 contre 50 000 à la même période l'an dernier. Cette fois, aux Australes, les pensions de famille avaient misé sur leur santé plutôt que sur leur portefeuille. En juillet dernier, ils avaient dit non aux touristes étrangers par peur de la Covid-19, mais se résignent finalement à les accueillir. La reprise touristique reste cependant timide là-bas, comme vous allez le voir dans ce reportage de Rowan Potorou sur des images d'Arthur Thierry. L'aérodrome de Rivavai ne fait pas exception à la règle. Le nombre de touristes étrangers a chuté sensiblement depuis le Covid-19. Les pensions de famille de l'île sont directement impactées. La clientèle est essentiellement locale désormais. Les touristes internationaux, ils viennent presque pas et il y a beaucoup qui ont annulé leurs réservations. Pour les 2 semaines de vacances, octobre-novembre, on aura un peu plus de monde. C'est surtout les professeurs, les gens qui travaillent sur Tahiti. Ce sont ces gens-là qui viennent actuellement à Rivavai. Malgré cette difficulté majeure, les gérants de pensions et les prestataires de services restent sereins. On s'adapte à la nouvelle donne économique avec un large panel d'activités offertes en respectant bien sûr les gestes barrières.
peut faire, par exemple, le moto, on peut faire des sorties, on peut aller pêcher, on peut faire la randonnée sur le mont Ahiro, on peut tout faire, mais simplement, il faut être obéissant à la loi, il faut porter notre masque. On a pu entendre les chants polynésiens d'une messe qu'on a écouté hier après-midi, c'était génial. Et puis là, de venir ici au Moto Piscine, c'est encore plus beau. C'est trop bien, c'est très beau, c'est calme, c'est sauvage, c'est vraiment super. Pour Manaya, prestataire touristique, le manque à gagner se fait ressentir, c'est sûr, mais on reste optimiste pour les mois à venir. D'habitude, on a souvent plus d'étrangers que de locaux. Et aujourd'hui, il y a des locaux qui arrivent, mais c'est pas autant qu'avant, hein? Non. Il y a une forte baisse. Il faut s'adapter, il faut faire avec. C'est surtout se protéger l'île et la seule fois. Pour tous les archipels de la Polynésie, la situation touristique est difficile. En plus, la réduction des vols domestiques n'arrange en rien la situation. Pour Reivave, c'est désormais 2 vols par semaine au lieu de 3 à l'origine. Un mot de sport avec cette victoire de Kaulivast à l'Open de France au Sable d'Olonne. Le jeune Tahitien de Tahiti, parfait à la Coupe de la Fédération avec un 20 sur 20 en finale, a aussi été un des rares surfeurs à inquiéter Italo Ferreira à Anglais, déjà auteur du meilleur score et du meilleur total samedi. Il a fait monter la sauce ce dimanche pour terminer avec un total de 19,57 points. Vahine Fierro, membre de l'équipe de France et numéro 2 française, s'est arrêté en demi-finale. Pour clore cette édition, comme chaque dimanche, notre rubrique nostalgique, on remonte en 1988 et l'on fait escale à Tupuai pour découvrir le caviar vert des Australes avec Thomas Tevriti pour Warei. « 346 variétés d'algues ont été recensées dans nos lagons. Elles se distinguent essentiellement par leur couleur. Il existe des bleus, des brunes, des grises et des vertes. Dans l'archipel des Australes, Rimatara et Tubuai se sont sérieusement penchés sur le cas de l'algue appelée Caulerpa bikinensis. Ses particularités, elle peut être consommée à table et ressemble, toute proportion gardée, à une grappe de raisin. Papito, grand amateur de bikinensis, et sa petite famille nous présentent la préparation de ce que l'on pourrait appeler la salade à la mode Tuhapai. Lait de coco et jus de citron bien mélangés font l'assaisonnement et plongez ensuite les algues, tournées et dégustées. Quant aux sceptiques, aucune crainte, certains journalistes sceptiques eux-mêmes y ont goûté. À l'heure où l'on ne voit que par le touriste japonais, lui aussi fanatique d'algues, présentons-lui les nôtres. C'est ainsi que s'achève cette édition dont je vous en rappelle l'information principale. Lana Tetuanui et Te Varufric obtiennent la faveur de la majorité des maires. Ils remportent les sénatoriales avec 68% des voix. Te Varufric, qui était notre invité, a déclaré qu'il ne souhaite pas modifier ce qui a déjà été fait sur la loi Morin, mais accepte de rencontrer l'association 193. Il se battra avec Lana Tetuanui au palais du Luxembourg pour demander notamment à l'État d'augmenter sa quote-part dans le FIP. Un coup d'œil sur l'actualité à venir du judiciaire d'abord avec le jugement du deuxième volet de l'affaire Saranoui. Il s'ouvre demain. Vendredi, une rencontre bipartite a lieu pour mettre en place le projet de loi sur le télétravail. Et enfin, une actualité politique. Dimanche, les électeurs de la Nouvelle-Calédonie sont appelés aux urnes pour le 3e référendum sur l'indépendance de leur pays. À la une de vos quotidiens, demain, La Dépêche titre sur Édouard Fritsch qui fait élire ses candidats. Même constat du côté de Tahiti Info avec ce titre facile.
Merci de nous rester fidèles chaque soir à suivre sur la première 2 épisodes de la série Mystery Road. Je vous laisse entre les mains de Chiquita Darouzès et Théo Fatoupoua Ave. Ce fut un plaisir de vous accompagner tout au long de ce week-end. Prenez soin de vous et très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.